Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être présents pour cette présentation de l'actualité réglementaire et normative de la DGT. Alors, attendez. Ah, voilà. Oui, alors donc, j'ai effectivement un programme assez chargé à vous présenter. Tout d'abord, des sujets nationaux sur lesquels j'aimerais tout d'abord faire un petit point d'actualité sur le sujet du repérage amiante avant travaux. On abordera également quelques actualités sur la plateforme des maths amiantes. Et puis, j'aimerais aussi vous faire une courte présentation de travaux réglementaires projetés pour la suite de l'année, ainsi que quelques informations. Je ne m'étale pas, puisque nous avons aussi les sujets européens, particulièrement attendus, j'imagine. Donc, principalement la révision de la directive 2009/148/CE du 30 novembre 2009, mais également une évocation des travaux européens qui sont lancés sur le sujet de la détection et de l'enregistrement de l'amiante dans les bâtiments. Alors, donc, le sujet est chargé, je continue. Donc, on commence par les sujets nationaux et, bien évidemment, à bord, un mot sur le repérage amiante avant travaux, chantier d'importance il en est. Alors, je vous ai fait une petite diapositive juste pour replanter le décor. Je vous rappelle que nous avons tout d'abord l'article L4412-2 qui donc pose le principe, fixe l'obligation à la charge du propriétaire, du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre. Cet article est décliné par le décret du 9 mai 2017 qui finalement fixe le champ d'application, 6 domaines d'activité, et fixe des dispositions transverses à tous ces domaines d'activité. Et comme c'est une rédaction transverse, bien évidemment, le décret n'est pas autoporteur et doit être complété par des arrêtés. Un arrêté par domaine d'activité qui va tout à la fois adapter, décliner les dispositions transverses du décret aux spécificités du domaine d'activité, mais également fixer un certain nombre de points techniques. La méthodologie de repérage, les méthodes d'analyse des échantillons prélevés par les opérateurs de repérage, ainsi que les prérequis et les compétences de ces derniers. Et donc on comprend bien que ces arrêtés étant indispensables, ce n'est qu'une fois que ces arrêtés sont publiés et entrés en vigueur que le dispositif de RAT entre en vigueur dans un domaine d'activité donné. Ces arrêtés, pour autant, ne sont pas autonomes, ça j'insiste dessus, puisque chacun renvoie à une norme qui fixe la méthodologie de repérage pour le domaine d'activité considéré, et en outre, tous s'appuient sur l'arrêté du 1er octobre 2019, l'arrêté analyse, comme on le dit dans notre jargon, qui finalement précise les techniques analytiques pour l'analyse des échantillons prélevés. Maintenant qu'on a replanté le décor, un petit état des lieux des travaux, enfin de l'avancée plutôt des travaux normatifs et réglementaires. Donc on voit que d'un côté, les travaux de normalisation sont complètement achevés, et ce depuis novembre 2021. Et finalement, de l'autre côté, nous avons effectivement, pour les arrêtés d'application, 5 arrêtés qui sont déjà pris et qui sont déjà entrés en vigueur. Je le souligne, les 2 derniers arrêtés pour lesquels on attendait l'entrée en vigueur, que ce soit les aéronefs ou les installations industrielles, sont justement effectifs depuis 2023. Bon, par contre, on voit bien que nous avons encore un vide pour le domaine d'activité des immeubles non bâtis, puisque là, pour le coup, les arrêtés restent encore à prendre. Donc, on voit bien la suite. Nous avons toujours pour objectif la finalisation du dispositif de repérage amiante avant travaux, en commençant par l'arrêté relatif aux infrastructures de transport, aux réseaux et aux ouvrages de génie civil. Alors, pourquoi celui-ci en premier ? Tout simplement, au départ, parce que c'était le premier à avoir sa norme de référence publiée, mais également parce qu'il y avait une très forte attente, notamment côté collectivité territoriale, sur cet arrêté. Alors, une très forte attente, et pour autant, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire l'année dernière, quand on a commencé finalement les discussions avec les collectivités territoriales, il y a eu un certain coup d'arrêt à ces travaux, à cause finalement de la façon dont les représentants des dites collectivités appréhendaient le sujet. D'ailleurs, un peu selon une logique patrimoniale qui avait pour ambition d'avoir une idée précise, exhaustive de la localisation de l'amiante présent, et je dirais de tout l'amiante présent sur un ouvrage donné. Bon, en soi, pourquoi pas, mais le souci, c'est qu'en faisant comme ça, forcément, on gonfle considérablement, et j'ai presque envie de dire un peu artificiellement, l'estimation du coût de notre dispositif, puisque vous le savez, intrinsèquement, un repérage amiante avant travaux, c'est quand même conditionné avant tout à une programmation de travaux fixée par un donneur d'ordre, et non pas à une recherche exhaustive de l'amiante présent sur un ouvrage. Donc ça, c'était la première difficulté, j'en ai déjà parlé l'année dernière. Mais on en a eu une deuxième qui est survenue au cours du second semestre 2022, qui est que notre partenaire interministériel, donc la Direction générale de l'infrastructure des transports, la DGITM, nous a fait part de son souhait que cet arrêté est une rédaction qui concilie tout à la fois
les exigences réglementaires et normatives du RAT, mais également les contraintes induites du Code des marchés publics, et notamment en termes d'allotissement, et tout spécifiquement pour le sujet du choix du laboratoire d'analyse. Bon, donc on a passé une bonne partie du premier semestre 2023 à converger avec notre partenaire sur une rédaction qui, j'insiste là-dessus, effectivement prend en considération ces contraintes du Code des marchés publics, mais pour autant respecte les fondamentaux de notre dispositif et tout particulièrement le partage des rôles et des responsabilités entre donneurs d'ordre, opérateurs de repérage et laboratoires d'analyse. Par contre, l'avantage, c'est que finalement, conjointement, on a décidé de se rapprocher de la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, pour, par son biais et avec sa participation, enfin relancer un véritable dialogue avec les représentants des collectivités territoriales et enfin, en tout cas c'est notre objectif, s'accorder sur un contenu de façon à pouvoir enfin lancer les consultations sur cet arrêté avant la fin de l'année 2023. Et donc, logiquement, une fois cette étape franchie, on pourra lancer les travaux interministériels sur l'autre arrêté, celui pour le repérage de l'amiante environnementale dans les sols, terrains et roches en place. Donc ça, c'est le premier objet de notre travail, mais nous avons également un autre sujet, c'est effectivement celui de réflexion que l'on mène actuellement sur l'arrêté du 1er octobre 2019, l'arrêté analyse, alors cette fois-ci avec la Direction générale de la santé, la DGS, parce que si cet arrêté est indéniablement une grande avancée dans l'identification de l'amiante dans les matériaux et produits, on a quand même beaucoup de remontées de terrain, je dirais même on a pas mal d'alertes pour dire que finalement, il y aurait nécessité à explorer certaines pistes pour renforcer la sécurisation des résultats d'analyse. Tout particulièrement sur la distinction amiante naturelle et fragments de clivage ou PMAI, enfin je devrais dire et PMAI, mais je vais aussi dire ou PMAI. Et puis également, par rapport au processus décisionnel qui permet au laboratoire d'avancer des conclusions comme présence, absence et traces d'amiante. Notion, je pense, qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà vu. Le tout aussi avec l'ambition d'apporter une plus grande homogénéité dans les pratiques suivies par les différents laboratoires. Donc ça, c'est clairement quelque chose sur lequel on travaille avec ardeur. Mais on travaille également sur des points beaucoup plus techniques. Je pense tout particulièrement à la question de la lecture analytique méta en double grille, qui est prévue par l'arrêté du 1er octobre 2019, quelle que soit la portée d'accréditation, et qui aujourd'hui est questionnée par les syndicats de laboratoires, s'agissant plus précisément de l'amiante manufacturée, c'est-à-dire de la première portée d'accréditation. Donc ce sujet a donné lieu à une saisine conjointe avec la DGS auprès de l'ANSES. ANSES qui a publié une note à fin juillet 2023, qu'on est actuellement en train d'exploiter, en vue d'essayer de faire une réponse rapide à la profession sur cette thématique. Et puis, j'aimerais aussi évoquer quelques actualités concernant le domaine d'activité des immeubles bâtis. Quand même 80% des repérages amiante, donc domaine d'importance. Alors, premier sujet, je pense que je vous rappelle, au pire je vous informe, que la commission X46D de l'AFNOR, lors de son travail de réexamen de la norme 46020, a décidé de lancer une révision succincte de cette norme sur certains sujets qui appellent, à son sens de la commission, des précisions. Je pense aux ZPSO, je pense également au programme de repérage, avec la crainte de doublons potentiels entre le programme de cette norme et le programme d'autres normes. Donc bien évidemment, la DGT participe à ces travaux. Bon, tout d'abord pour pouvoir donner son positionnement sur ces sujets qui sont quand même en lien étroit avec ces textes réglementaires, mais aussi pour s'assurer que l'équilibre initial de cette norme, qui a servi de modèle pour tous les autres travaux de normalisation sur le repérage amiante avant travaux, sera bien maintenu et bien conservé. Et puis il y a également un sujet réglementaire qui concerne finalement l'articulation entre le RAT et le repérage amiante avant démolition, le RAD. Donc là, pour le coup, Code de la santé publique. Donc vous savez qu'on a déjà donné des informations à ce sujet via une note conjointe faite avec la DGS, mais un certain nombre d'entre vous nous ont quand même dit depuis que, à leurs yeux, le RAD n'était jamais qu'une catégorie de travaux, qu'il y avait finalement légitimité, pour ne pas dire nécessité, à simplifier l'ordonnancement juridique et donc finalement à absorber le RAD dans le RAT, donc de n'avoir in fine qu'un RAT. Alors ça a quand même fait florès dans nos esprits puisqu'on s'est rapproché de la DGS et nous nous sommes accordés sur le principe d'une réflexion conjointe à ce sujet à horizon 2024. Donc ayez à l'esprit que sous peu, il se pourrait qu'il n'y ait bientôt plus qu'un RAT et plus un RAD.
Pour autant, maintenant que je vous ai effectivement présenté les travaux réglementaires en cours ou projetés, y compris normatifs, j'insiste sur le fait qu'un projet aussi ambitieux que le RAT ne peut évidemment fonctionner qu'avec on va dire un dispositif d'accompagnement approprié. Et au premier chef, je pense bien sûr à tout ce qui est offre de formation certifiante à destination des opérateurs de repérage, sans quoi le dispositif ne peut pas exister, à tout le moins ne peut pas fonctionner. Donc on suit cela de très près et on a relevé avec satisfaction durant l'année 2023 que 2 offres de formation certifiantes supplémentaires ont pu être enregistrées, que ce soit pour le domaine des aéronefs ou pour le domaine des installations industrielles. Alors, satisfaction cependant relativisée du fait des dates d'enregistrement de ces formations. Alors, ce n'est pas du tout du fait des organismes de formation, c'est le temps nécessaire pour l'instruction par France Compétences de ces dossiers. Mais donc, pour les aéronefs, l'enregistrement était finalement postérieur à la date d'entrée en vigueur, et pour les installations industrielles, finalement, ça le jouxtait. Conséquence de quoi, nous avons dû élargir la position que nous avions adoptée en janvier 2020 pour le domaine du matériel roulant ferroviaire et des navires, c'est-à-dire d'informer les professionnels, mais également les services d'inspection du travail, que l'on ne pouvait dès maintenant demander aux donneurs d'ordre d'avoir exclusivement recours à des opérateurs de repérage formés et qu'on pouvait confier les missions de repérage à des personnes encore non formées, mais capables d'appliquer les lignes directrices de la norme de référence. Mais j'insiste sur un point, ces situations ne perdurent pas excessivement dans le temps. Ainsi, quand même, à la fin, juste avant le début de la période estivale, nous avons effectivement pu informer là encore les professionnels du domaine du matériel roulant ferroviaire ainsi que les services d'inspection du travail que nous avions dans ce domaine d'activité à présent suffisamment d'opérateurs de repérage pour que les missions soient à présent exclusivement confiées aux opérateurs réglementairement formés, et ce pour toutes les conventions et les marchés passés à compter du 1er septembre 2023. Donc ça, point important. Autre point, mais la plus classique de l'accompagnement, bien sûr tout ce qui est documents de sensibilisation, d'information, et vous savez qu'on en a déjà publié dans le domaine d'activité des immeubles bâtis, dans le domaine des aéronefs, sur l'arrêté du 1er octobre 2019. Vous savez aussi, car j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qu'on en a de prévus pour le domaine d'activité des immeubles non bâtis, mais forcément au moment où les arrêtés seront publiés. Et puis, vous savez également que des guides pour les normes relatives au domaine des immeubles non bâtis sont en cours d'élaboration, voulues par les membres des commissions de normalisation et à la conception desquelles participe la DGT. Mais cet accompagnement prend aussi des formes un peu plus spécifiques, peut-être un peu plus réservées, entre guillemets. Je tiens justement à vous faire part quand même de ce que nous avons fait dans le secteur de la réparation navale, puisque finalement, depuis l'entrée en vigueur du dispositif dans ce domaine d'activité, donc 1er janvier 2020, on a eu un certain nombre de remontées de terrain qui finalement faisaient état de difficultés opérationnelles, principalement dues, enfin en tout cas c'est ce qu'on nous disait, à un nombre d'opérateurs de repérage formés insuffisants, donc ça on le savait déjà, je viens d'en parler, mais en plus peu capables de s'adapter aux contraintes spécifiques des chantiers de réparation navale en termes finalement de délai de réalisation des travaux. Le bateau arrive en cale sèche et littéralement il part une semaine après, et dans ce délai il faut faire le repérage, les analyses, les travaux, etc. Donc au vu de ces remontées, nous avons effectivement, tous les ministères concernés, pas que travail, transport, mer, nous avons effectivement confié une mission d'évaluation à des inspections générales, des affaires sociales, mais également du développement durable, avec pour consigne de leur demander de définir les modalités qui permettraient un déploiement pleinement opérationnel du RAT dans ce secteur de la réparation navale. Et l'une de leurs conclusions était de dire qu'il faut mettre en place un GT pluridisciplinaire, il faut regrouper en gros toutes les parties intéressées, de façon à ce que, conjointement, ils puissent effectivement réfléchir à certaines solutions potentielles, dont l'une qui consisterait, d'ailleurs je vais mettre au conditionnel, qui consisterait à définir finalement des missions d'accompagnement. Et c'est justement ce à quoi travaille ce GT, qu'on a installé en décembre 2022. Actuellement, il travaille sur la mise en place de missions locales d'accompagnement sur des places portuaires et qui se constituent finalement d'opérateurs de repérage non seulement formés, mais surtout pouvant répondre en termes de réactivité aux besoins du secteur de la réparation navale. Donc j'ai longuement parlé sur le RAT, mais vous savez que c'est quand même un chantier important pour nous, mais il n'y a pas que ça. Je voudrais aussi parler de la plateforme des maths amiantes.
Alors, sur la plateforme des maths amiantes, une petite diapositive pour faire un peu un rappel des objectifs de la genèse. Les objectifs, vous le savez, mais c'est quand même bon de le rappeler, c'est avant tout de permettre une dématérialisation des déclarations des chantiers de retrait ou d'encapsulage d'amiante à destination des services de contrôle et de prévention, mais également à destination des organismes certificateurs. Ce n'est pas que ça, c'est également sécuriser finalement cette déclaration dématérialisée. La plateforme garantit que les PDRE, plans de démolition, de retrait, d'encapsulage, vont à destination des services territorialement compétents et en plus, elle eurodate la transmission, ce qui fait une preuve opposable à tous. Et également, il a été acté que la plateforme devait devenir le système de déclaration par les entreprises certifiées à leur organisme certificateur des informations qui leur sont nécessaires pour organiser les opérations de surveillance. Donc vous voyez plusieurs objectifs ambitieux. Et donc, finalement, pour mettre tout ceci en place, on a d'abord commencé par une phase pilote, assez classique, pour s'assurer finalement du dimensionnement et du bon fonctionnement de l'outil tel que pensé, en 2 temps. Je ne reviens pas dessus, vous avez le détail sur la vignette. Et l'ensemble a été généralisé dans l'ensemble de ces fonctionnalités à compter du 1er février 2023, avec des textes, j'insiste dessus, vous avez décret, vous avez arrêté, mais des textes qui finalement respectaient l'engagement que nous avions pris dès le début du projet, à savoir de faire ceci à droit constant. En d'autres termes, en maintenant le niveau réglementaire initial, on ne crée pas plus, mais on ne perdait pas non plus en termes d'obligations réglementaires. Et le petit tableau finalement que vous avez en bas de diapositive illustre que tout dispositif obligatoire SATIL, quand même, on voit bien que les publics utilisateurs se sont massivement inscrits et depuis la généralisation, il y a eu un très grand nombre de versions de PDRE qui ont été établies et transmises via la plateforme. Mais ce que je souhaite surtout vous dire ce matin, c'est que Démat Amiante n'est pas fini du seul fait de sa généralisation. Démat Amiante a toujours été conçu comme un outil en mode agile, c'est-à-dire un outil qui est de nature à pouvoir évoluer en fonction des besoins et des attentes, notamment des utilisateurs. Et justement, avec ce tableau, vous voyez quand même que déjà plusieurs évolutions ont été apportées à la version initialement mise en ligne, que ce soit la constitution finalement d'une bibliothèque de documents, que ce soit également l'élargissement de l'espace de stockage du champ rapport de repérage, que ce soit la constitution d'une plateforme de test, notamment pour permettre aux organismes de formation sous section 3 de pouvoir inclure la manipulation de Démat Amiante dans les formations à la prévention qu'ils dispensent. Donc vous voyez plusieurs évolutions, encore d'autres, je ne vais pas toutes les citer. Je rappelle que vous aurez bien sûr ce support ultérieurement, comme classiquement, via les adresses mail que vous avez déjà données. Mais Démat Amiante n'est pas pour autant un produit achevé, je l'ai déjà souligné, et donc nous avons encore une fois plusieurs objectifs ambitieux. Ainsi, la prochaine version de Démat Amiante doit notamment intégrer les développements qui permettront d'apporter la pleine fiabilité aux déclarations faites par les entreprises à destination des organismes certificateurs et donc d'établir définitivement Démat Amiante comme le seul outil de déclaration de ces informations à destination des organismes certificateurs. Pareillement, mais là, ça sera pour les versions ultérieures, d'autres objectifs ambitieux sont prévus, notamment permettre une impression du PDRE avec toutes les annexes jointes, et on sait que c'est quelque chose attendu par nombre d'entre vous, mais également lancer effectivement la réflexion autour de ce que les développeurs appellent les API entrantes, c'est-à-dire, si vous préférez, la possibilité pour Démat Amiante de discuter, entre guillemets, avec les autres logiciels commercialisés pour l'établissement des PDRE. Donc on a, encore une fois, un plan de charge conséquent. Alors, un sujet que je ne vais pas voiler ce matin. Je sais, nous savons que depuis quelques semaines maintenant, nous rencontrons des difficultés dans le fonctionnement de Démat Amiante, notamment dû finalement au nombre important de connexions qui emportent des ralentissements, voire des déconnexions intempestives. Voilà, autant le dire, nous le savons, nous l'avons à l'esprit. Les équipes concernées travaillent régulièrement sur le sujet, notamment en échangeant avec notre fournisseur de serveurs. Alors, moi, mes niveaux de compétences ne me permettent pas de développer plus ce point-là, mais à tout le moins de souligner que nous l'avons à l'esprit. Et je précise que dans l'assistance sont présents des personnes de l'équipe Démat Amiante qui sont à même, si souhaité de votre part, de pouvoir répondre à d'éventuelles questions d'ordre technique en lien avec ces difficultés, si effectivement cela est souhaité pendant le temps d'échange. Pour ma part, je vais glisser sur les autres sujets nationaux.
Alors, l'objectif, c'est en fait de faire part de quelques, on va dire, gros dossiers de notre rentrée. Et un autre sujet sur lequel je pense qu'il doit y avoir des attentes, c'est celui de l'articulation entre nos dispositifs réglementaires de formation à la prévention, amiante, je me cantonnerai à celui-ci, moi, aujourd'hui, avec la loi du 5 septembre 2018, c'est-à-dire la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Alors, juste un petit mot de contexte, mais pour préciser qu'avec cette loi, la DGT a changé de statut, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle est devenue, pour ses formations réglementaires à la prévention, ce que l'on appelle un organisme certificateur. Alors, rien à voir avec ceux qui certifient les entreprises. Un organisme certificateur par rapport à des formations certifiantes, tenu notamment d'enregistrer ces formations au répertoire spécifique selon la procédure nouvellement mise en place. Le législateur, en 2018, voyant qu'un certain nombre de formations à la prévention étaient déjà inscrites dans le dispositif d'avant, l'inventaire des risques, a fait basculer ces formations à la prévention, dont l'amiante, dans le répertoire spécifique. Pour une durée quand même conséquente, 4 ans, avec un petit rap pour l'amiante, puisqu'on allait jusqu'à mars 2023, mais avec l'attente que, finalement, l'autorité réglementaire, donc la DGT, respecte à terme l'ensemble des obligations liées à son statut d'organisme certificateur. Sauf que les difficultés se sont révélées beaucoup plus importantes que ce qu'on estimait, notamment par rapport à l'obligation de constituer des jurys indépendants pour l'évaluation, et quand je dis indépendant, c'est indépendant des personnes qui ont formé, notamment quand on a à l'esprit le volume des personnes conformes. Environ 30 000 travailleurs en sous-section 3, mais on parle de près de 2 millions de travailleurs en sous-section 4. Donc on n'a pas réussi à tenir les délais, et la sanction s'est rapidement exprimée, et vous la connaissez, en 1er avril 2023, France Compétences a désactivé nos formations à la prévention amiante sur le répertoire spécifique. Alors, ce n'est pas une situation propre au ministère du Travail, d'autres ministères sont concernés, mais c'est une situation qui n'est pas acceptable pour le ministère du Travail. Parce qu'on parle quand même d'une formation emblématique pour la protection des travailleurs. Ça altère la possibilité de les financer par compte CPF, et puis ça va finalement affecter la synchronisation à venir avec le nouvel outil qui est le passeport de prévention. Donc, durant le premier semestre 2023, nous nous sommes rapprochés de la direction qui gère finalement la loi de 2018, c'est-à-dire notre alter ego, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, l'autre administration centrale du ministère du Travail, mais aussi de France Compétences, pour travailler conjointement sur les modalités devant être prises pour que, enfin, le ministère du Travail puisse pleinement avoir la charge des obligations mises à sa charge en qualité d'organisme certificateur. Mais on ne s'est pas arrêté à ça. On a également contacté France Compétences pour lui demander de réactiver les formations réglementaires à la prévention amiante, puisque, à notre sens, il n'est pas normal que cette situation porte préjudice aux usagers. Donc, c'est bien prévu, il est bien prévu à terme que les situations évoluent. Autre sujet métrologique, cette fois-ci, c'est la révision à venir de l'arrêté du 14 août 2012 sur les repérages amiantes, sur les mesurages sur les opérateurs. Alors là, le sujet est un peu différent. Vous savez que cet arrêté comporte dans son article 3 une référence à un guide, le guide GAX, qui lui-même est une référence à une norme, la norme 16000-7, le tout en lien avec la stratégie d'échantillonnage. Et vous savez que finalement, l'AFNOR, en mars 2023, a publié le remplaçant du GAX, c'est-à-dire le FDX 46033. Et donc, beaucoup d'entre vous nous ont interpellés depuis mars en nous demandant « mais est-ce que vous allez faire réviser l'arrêté du 14 août 2012 pour changer le référencement ?» Donc, c'est l'occasion aujourd'hui de redire publiquement, parce que je l'avais déjà dit l'année dernière, oui, on va faire réviser l'arrêté du 14 août 2012, évidemment. Ceci étant, on ne peut le faire seul, puisque la disposition réglementaire est une chose. Nous avons également un question-réponse métrologie qui, jusqu'à présent, se fonde sur le GAX. Donc, il faut que nous le fassions évoluer pour intégrer le FDX. Et pas que. Nous souhaitons aussi apporter des rappels ou des précisions, notamment sur la répartition des rôles et des responsabilités pour toutes les parties prenantes, un mesurage sur opérateur, le commanditaire du mesurage, le laboratoire d'analyse, mais aussi l'organisme qui fait la stratégie d'échantillonnage et le prélèvement. Bref, autrement dit, on révise d'abord le QR, et une fois que ce travail est terminé, on révise l'arrêté du 14 août 2012, le tout conjointement. Et alors vous me direz, pour le FDX, pas de souci, puisque le FDX, comme le GAX, ce n'est qu'un guide d'application.
Ce n'est pas une norme, et le fait de la référencer dans l'arrêté ne lui donne pas caractère ni réglementaire, ni du reste obligatoire. Donc, en d'autres termes, si vous comprenez bien le raisonnement, ça veut dire que le FDX, depuis sa parution, on peut parfaitement l'utiliser. Et du reste, lorsque on aura révisé l'arrêté, et donc on aura changé le référencement, on pourra faire autrement que le FDX, à la condition que cet autrement soit à tout le moins respectueux des lignes méthodologiques de la norme 16000-7. Donc voilà, c'est bien prévu, mais, encore une fois, il faut d'abord qu'on révise le QR. Deux petites informations pour terminer sur ces sujets nationaux. La première, c'est sur la dimension interministérielle, puisqu'il n'y a pas quand même que le ministère du Travail qui bosse sur l'amiante. Et en fait, historiquement, nous avons déjà eu un plan d'action interministériel lancé en 2016 par 4 ministères, le travail, la santé, le logement, l'environnement, avec 5 axes, vous voyez, assez ambitieux. On a la formation sur l'amiante, la professionnalisation des acteurs, l'accompagnement sur la réglementation amiante, le repérage amiante, et puis également se doter d'outils de connaissances et d'évaluation sur l'amiante. Mais à la fin du premier PAIA, plan d'action interministérielle sur l'amiante, on a missionné finalement, là encore, des inspections générales pour qu'elles fassent une appréciation sur le dit PAIA et puissent nous faire effectivement un retour. Retour plutôt positif, mais retour indiquant qu'il fallait peut-être faire évoluer le sujet sur certains points organisationnels, mais aussi sur son contenu, tout particulièrement pour l'amiante naturelle ou la gestion des déchets amiantés. Et donc, finalement, sur cette base, courant 2022, les ministères intéressés ont travaillé sur un nouveau PAIA qui, finalement, reprend les 5 axes en les complétant, ces éléments nouveaux, et en rajoute un 6e qui est relatif, finalement, à la révision des textes réglementaires amiante. Donc, il me paraissait important de vous en donner un élément parce qu'une fois ce travail finalisé, c'est ce qui va constituer le point d'orgue, la clé maîtresse de tous les travaux de tous ces ministères sur l'amiante. Par contre, je ne peux pas en dire plus, c'est bien pour ça que ce n'est qu'une information, puisque les travaux ne sont pas finalisés, il faut encore que tout le tout soit validé par nos cabinets. Mais par ailleurs, il est également prévu des présentations à destination des parties prenantes, des partenaires, à commencer par les instances de consultation constituées. Ce qui, du coup, m'amène à glisser sur la seconde information, mais en lien avec le PAIA, finalement, qui est la relance du module de formation HSE 119. Donc là, on est en plein dans la professionnalisation des acteurs, l'axe 2 du PAIA. Donc, je vous rappelle que, finalement, ce module, il existe depuis un certain temps déjà, puisqu'il a été lancé pour la première fois en 2018, avec déjà 3 sessions au compteur, et il a pour ambition, finalement, de proposer une formation professionnalisante sur l'amiante à destination de tout un tas d'acteurs qui, aujourd'hui, n'en bénéficient pas. Je pense au MOA, je pense au MOE, aux ingénieurs, aux architectes, aux bureaux d'études techniques, et ainsi de suite. Donc, tous ces acteurs, potentiellement, sont effectivement le public de ce module de formation. Donc, il va recommencer à compter de ce second semestre, ou si vous préférez, premier semestre universitaire pour le CNAM, précisément du 3 octobre au 12 janvier. Alors, je ne développe pas plus, sinon j'aurais dû prendre un stand, mais je vous précise que Kamel Bari, qui est donc l'un des professeurs associés et par ailleurs l'un des responsables de ce module, est présent dans l'assistance, dispose de plaquettes qui peuvent être distribuées. Et par ailleurs, il peut également, si besoin, apporter quelques éléments de réponse à des personnes qui souhaiteraient en avoir. Et je passe au sujet européen. Alors là, j'imagine que l'attente est forte, notamment sur la révision de la directive du 30 novembre 2009. Alors je vais quand même faire durer un peu le suspense, mais je vais quand même rappeler un petit peu de quoi on part. Alors, on part de quoi? On part finalement d'une ambition de la Commission qui, en 2021, souhaite finalement travailler, réviser sur cette directive, et notamment sous 2 angles. Le premier angle, c'est finalement l'abaissement de la VLEP. On était encore à 100 fibres par litre. D'ailleurs, on est toujours actuellement à 100 fibres par litre. Et puis, par ailleurs, alors plusieurs pistes de travail, 10 fibres par litre comme en France, 2 fibres par litre comme en Hollande, 1 fibre par litre sur proposition de l'ECA. Et puis, deuxième sujet, réfléchir sur la méthode analytique pour les mesurages dans l'ère des locaux professionnels. On est encore à l'heure actuelle en microscopie optique, mais on voit que plusieurs États membres ont adopté une méthode électronique, la META en France ou la MEBA dans des pays comme l'Allemagne, la Hollande, le Danemark et encore d'autres. Et là-dessus, finalement, le Parlement européen rebondit et adopte une résolution en date du 20 octobre 2021. Alors, tout à la fois résolution qui porte sur les sujets de réflexion lancés par la Commission, puisque finalement, le Parlement européen adopte une position dure
il souligne effectivement son attachement à une VLEP à 1 fibre par litre avec l'utilisation de la méta. Alors, disons-le concrètement, hein, ça veut dire en gros qu'en France et à court terme, on arrivait avec cette situation à rendre tout simplement impossible la réalisation d'un bon nombre de processus au vu des niveaux d'empoussièrement attendus, notamment sur la base Cola, et au vu du niveau de performance garanti par les mesures de protection existantes, au premier chef les appareils de protection respiratoire. Donc c'était quand même quelque peu, certes ambitieux, mais problématique. Et puis, par ailleurs, le Parlement invite également à faire évoluer la directive sur plusieurs autres points. Alors, certains finalement assez proches de notre réglementation, hein, notamment sur la protection des travailleurs, mais d'autres finalement très contraignants, puisque finalement, on parle de retrait systématique de l'amiante identifié. Donc, en gros, il y a presque plus de sous-section 4. Et puis, par ailleurs, on nous parle également d'un élargissement du champ d'application de la directive, finalement, à d'autres minéraux. Et les autres minéraux, en fait, c'est les PMAI, c'est-à-dire les autres minéraux que l'amiante, mais avec des caractéristiques dimensionnelles assez proches. Le tout alors que des études sont en cours et que, sincèrement, à notre sens, le sujet n'est pas encore pleinement maîtrisé. Donc, du coup, et sous pilotage de la DGT, puisque c'est nous finalement qui sommes à la pointe de ces travaux interministériels, les autorités françaises ont adopté une position via une note à destination de la Commission en mars 2022, où d'un côté on recommandait finalement de s'aligner sur la VLEP française, c'est-à-dire 10 fibres par litre avec l'adoption de la méta. Et puis par ailleurs, on introduisait un sujet qui n'avait pas trop été souligné quand même un peu par le Parlement européen, mais pas au même point, à savoir introduire un principe large de rate dans la législation européenne, bâtiment, certes, c'était l'objectif du Parlement, mais également équipement et installation. Donc, sur cette base, la Commission publie son projet en date du 28 septembre 2022. Premier point, elle s'aligne sur la VLEP à 10 fibres par litre. Deuxième point, elle maintient comme technique analytique de principe la MOCP. Alors, sur le premier point, on ne pouvait qu'être satisfait. Sur le second point, on était beaucoup plus réservé. On avait quand même l'expérience de la campagne expérimentale en méta, et donc notre conviction forte, c'était que les États membres qui allaient rester à la MOCP allaient avoir beaucoup de mal à pouvoir atteindre et donc respecter cette nouvelle VLEP. Et donc on pouvait craindre, ce faisant, une distorsion de protection, et même, allons-y, une distorsion concurrentielle entre entreprises au niveau de l'Europe, entre États européens, selon la technique analytique choisie. Donc, une fois cette position publiée, se commence un processus législatif européen classique qui consiste finalement pour chaque instance, le Conseil d'un côté, le Parlement européen de l'autre, finalement à adopter sa position. Et puis après, on essaie de rapprocher les positions dans le cadre de compromis qu'on appelle finalement des trilogues, donc des instances d'échange. Donc, on commence au niveau du Conseil. Donc, le Conseil, c'est les États membres. Entre guillemets, c'est nous, les autorités. Et au niveau du Conseil, au second semestre 2022, sous présidence tchèque, finalement, les autorités françaises, conseillées par la DGT, ont prôné le maintien de la VLEP à 10 fibres par litre, donc la proposition de la Commission, mais également l'introduction d'une méthode électronique de principe dans la législation européenne. Et on a réussi à faire converger la majorité des États membres, puisque finalement, lors d'une réunion des ministres européens de l'emploi et des affaires sociales, en décembre 2022, cette position a été entérinée avec une période transitoire, mais bref, le principe était là. Le Parlement, de son côté, adopte un rapport en date du 8 mai, et alors c'est un peu la douche froide de notre côté, puisque d'un côté, on maintient les positions très dures sur les sujets évoqués, une VLEP à 1 fibre par litre, avec une méthode électronique, et en plus on ne précise plus la méthode, et on ne prend pas vraiment en considération les capacités de chacune des techniques, notamment pour le décompte des fibres fines. C'est-à-dire qu'on arrivait à une situation presque paradoxale, où la France était susceptible d'être pénalisée, parce qu'elle avait suivi les avis de l'AFSET en 2009, d'adopter la méta pour décompter les fibres longues et les fibres fines. Et puis, on a toujours cette ambition côté Parlement d'élargir le scope et donc de faire évoluer également d'autres points de la directive, aussi sur des sujets assez problématiques. Le retrait systématique de l'amiante identifié, alors on matisse un petit peu ça en évoquant l'impossibilité technique, mais quand, comment, enfin on ne sait pas trop. Et puis, toujours cette idée d'élargissement du champ d'application, mais tant qu'à faire, on passe aussi aux situations d'exposition passive, auxquelles on appliquerait toutes les dispositions de la directive. Formation, mesures de protection, etc., etc. Bon, donc là, l'ambition est extrême. Et donc, finalement, commencent les trilogues en mai 2023 sur ces positions radicalement antagonistes. Alors, on était quand même assez dubitatifs. Et bon, alors, je ne vais pas jeter des fleurs, mais il faut dire quand même qu'on a été bons, enfin, il me semble.
Les Suédois ont été très bons, c'était eux qui assuraient la présidence, mais quand même, on les a largement appuyés et épaulés. Et donc, finalement, on a réussi à adopter un compromis qui nous paraît quand même très satisfaisant, puisque sur la VLEP, on passe à un système dual. Un système dual, alors évidemment avec une période transitoire de 6 ans, mais un système dual qui est fonction de la technique analytique et surtout de sa capacité à identifier les fibres fines. Donc deux possibilités, soit l'État adopte une méthode électronique qui est capable d'identifier les fibres fines, et évidemment c'est la méta, et à partir de là, on est sur une VLEP de 10 fibres par litre, soit l'État finalement n'a pas une technique qui peut identifier ces fibres fines, et c'est notamment la MEBA, en tout cas la MEBA classique, et là, la VLEP est de 2 fibres par litre. Et donc, on voit bien qu'il y a 2 niveaux de VLEP en fonction de ses capacités. Je précise aussi qu'on précise ce qu'est une fibre fine, puisqu'on dit que c'est forcément des fibres qui ont un diamètre ou une largeur, que vous préférez, qui est inférieur à 0,2 micron, et qu'il est prévu dans un guide d'affiner la chose, au moins compris entre 0,2 et 0,05 microns. Donc en gros, on n'aura pas normalement de coup un peu malhonnête pour essayer de prétendre que si on est sur les fibres fines, alors qu'en réalité, quasiment pas. Et puis sur les autres sujets, on arrive à adopter une position relativement apaisée, puisque sur le retrait de l'amiante, c'est rapproché de l'évaluation des risques, ce qui est finalement proche de notre système. Et sur les situations d'exposition passive, c'est rapproché des principes généraux de prévention, ce qui, là encore, est la logique de notre système. Sur l'élargissement du champ d'application, notamment par rapport aux minéraux, on n'écarte pas la logique. Mais on dit qu'il faudra une réflexion ultérieure, et ultérieure à plusieurs années, sur la base des informations techniques scientifiques disponibles, et notamment, nous l'avons fait valoir auprès de la Commission, notamment l'étude actuellement pilotée par l'OPP-BTP sur la caractérisation et l'émissivité des PMI. Et enfin, on introduit dans la législation européenne un principe large de RAT, bâtiment, équipement, installation. Donc, encore une fois, on est très satisfait, très honnêtement. Alors, je précise que ce compromis a été récemment, la semaine dernière, validé par le Bureau emploi du Parlement, mais qui reste encore, à l'heure actuelle, un compromis officieux. Il faut encore qu'il soit officialisé par toutes les instances, notamment par le Conseil. Alors, a priori, tout doit bien aller, mais je préfère le préciser. Et je termine, et je serai beaucoup plus bref là-dessus, pour ne pas dépasser trop mon temps, sur les travaux européens sur la détection et l'enregistrement de l'amiante dans les bâtiments. Alors, pourquoi très bref ? D'abord parce que là, pour le coup, ce n'est pas nous qui pilotons ces travaux, c'est la DHUP. Et ensuite, parce qu'on n'a encore vu aucune rédaction concrète. Mais quand même, sachez-le, le 28 septembre 2022, en plus de la révision de la directive, la Commission annonce finalement un travail portant sur ce sujet de la détection et de l'enregistrement de l'amiante dans les bâtiments, avec pour ambition d'indiquer aux États membres des lignes réglementaires en termes de repérage dans les bâtiments, ça recoupe aussi bien les missions du Code de la santé publique que le RAT, de constituer peut-être des journaux de bord numériques, alors je dis peut-être parce que ce n'est pas non plus catégorique, pour un partage de données, mais aussi pour éventuellement constituer des cartographies nationales ou régionales, avec l'ambition de pousser les États membres à développer, je cite la formule parce qu'elle n'est pas de moi, des stratégies nationales d'éradication de l'amiante. Bon, alors, conclusion. Bon, évidemment, tous ces objectifs sont très louables, mais comme toujours, finalement, le mieux est parfois l'ennemi du bien et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et la première question, pourquoi se limiter aux bâtiments ? Pour nous, si on part sur le repérage, ce n'est pas que les bâtiments, et vous le savez très bien. Second sujet, une fois qu'on dit ça, tout ceci, quelles sont les incidences pratiques ? Parce que finalement, si on numérise, qu'est-ce qu'on fait des rapports précédents au format papier ? Puis qui a accès à ces journaux numériques ? Et puis, par ailleurs, si on met en place des stratégies d'éradication de l'amiante, est-on certain de la capacité, de l'aptitude des filières, je pense à vous tous, aux exutoires, à pouvoir gérer ce surplus de travaux amiantés ? On s'interroge même finalement sur, entre guillemets, la traduction concrète. Moi, je reprends cette formule de stratégie nationale d'éradication de l'amiante. Bon, on peut dire que peut-être l'ambition a dépassé la volonté, mais ceci étant, si on va là-dessus jusqu'au bout du bout, pour les bâtiments, ça veut dire qu'on fait en amont des repérages sur la totalité et sur tous les bâtiments pour repérer la totalité de l'amiante présent. Ce que normalement on ne fait dans notre réglementation qu'en cas de rate ou de rate, dans des cas très précis, et derrière, on en fait quoi ? Parce qu'on ne va pas tout démolir quand même. Donc du coup, nous avons en février 2023 adressé une note à destination de la Commission, tout à la fois pour l'inciter quand même à prendre en considération les dispositifs de repérage déjà existants,
dans le cadre de ses travaux, pour lui rappeler que le RAD, c'est quand même plus que les bâtiments, qu'elle ne le perde pas de vue quand même, et puis enfin, pour, on va dire, la mettre en garde sur des ambitions peut-être mal calibrées, mal mesurées en termes de cartographie, mais surtout de retrait, qui pourraient éventuellement aboutir finalement à l'effet inverse escompté. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop long, Thierry. Non? Bon. Et voilà. Je me tiens bien sûr à votre disposition pour répondre maintenant à vos éventuelles questions. Mesdames et messieurs, on peut applaudir M. Thomas Collin pour cette conférence. Merci. Alors effectivement, merci beaucoup Monsieur Collin. Je vais maintenant descendre ce podium et je vais vous inviter, si vous le souhaitez, mesdames et messieurs, à lever la main. N'oubliez pas, comme je vous disais tout à l'heure, indiquez bien votre nom, prénom, votre structure. Et ensuite, une question assez courte, s'il vous plaît. Je pose les fichus. Monsieur Collin, bonjour. Luc Baillet, Réseau A+. Je reviens sur un sujet qu'on avait abordé l'année dernière, qui était l'harmonisation européenne des listes de matériaux et produits contenant de l'amiante. Je vous avais posé la question si c'était... On n'en a pas parlé. Par contre, ça me met à l'oreille qu'on va peut-être faire disparaître le RAD pour le réintroduire en fait dans le Code du travail, là où il avait sa place en 96-97. Revenir effectivement par une évaluation du risque à l'intérieur du Code du travail et faire disparaître du coup le RAD dans le Code de santé publique. Ça pose donc là aussi la question de la suppression, voire de la révision des listes, puisqu'on a effectivement une liste OC qui est associée au RAD. Et on n'a pas de liste dans le RAT, puisqu'on a des conseils. Donc est-ce qu'effectivement on a à cette occasion de ce travail purement français DGS, DGT, mais y compris dans le cadre réglementaire, la possibilité d'envisager un travail sur les listes et du coup sur les notions qui sont défendues. Je prendrai un seul exemple, calorifugage, enveloppe de calorifuge, c'est aujourd'hui un sujet vraiment de discorde en expertise judiciaire. Merci. Alors, merci pour la question. Bon, assez technique, mais je n'entendais pas moins de vous. Alors, très honnêtement, par rapport au niveau européen, c'est difficile pour moi. Je sais que j'ai déjà botté en touche l'année dernière. Vous allez voir qu'il va y avoir effectivement une continuité, mais une différence dans la réponse malgré tout. Dans la mesure où, finalement, si ce travail se fait, je pense qu'il va se faire paradoxalement, non pas par le biais de la révision de la directive de 2009, mais plutôt par le biais des travaux actuellement en cours sur l'enregistrement et la détection de l'amiante. Puisque là, on voit bien quand même qu'à partir du moment où la Commission commence à évoquer la fixation de lignes possiblement réglementaires à destination des États membres, il faut quand même un petit peu les étayer. C'est d'ailleurs un point sur lequel on a attentionné à la Commission en disant mais on part sur quoi? Quels sont les matériaux et produits à identifier? Est-ce qu'on a une vision très restrictive et partagée entre tous les États membres? Est-ce qu'on a une vision beaucoup plus exhaustive? En toute honnêteté, on leur a envoyé l'annexe A de la norme NFX 46020 pour que justement ils aient une visibilité de la plénitude et en sachant que ce n'est pas exhaustif des matériaux et produits contenant de l'amiante. Oui, on est d'accord que si effectivement on parle là-dessus en Europe, il faudra ce travail. Enfin, à notre sens, il le faudra. Alors maintenant, je le dis à mon niveau, je ne le dis même pas au niveau de la DGT, maintenant il faut effectivement qu'on s'accorde entre tous les États membres avec la Commission là-dessus, et puis évidemment avec le Parlement. Mais moi je pense que c'est effectivement une nécessité, parce que si on veut effectivement homogénéiser, et c'est quand même visiblement l'objectif de la Commission, il faut effectivement parler d'un même langage d'un État membre à un autre. Donc oui, je pense que c'est effectivement une chose sur laquelle il faut travailler et pousser. Deuxième question. Oui, bonjour, Isabelle Viau, directrice des opérations du CIRTA. J'ai une question sur les travaux interministériels. Je voudrais savoir si le périmètre de ces travaux intègre des sujets dont on a déjà parlé l'an dernier. D'une part, la formation, la sensibilisation à la formation des jeunes dans les cursus de la construction du bâtiment de l'environnement à l'amiante et à ses métiers. Et d'autre part, la question du financement, puisqu'on a beaucoup parlé de rénovation énergétique hier. C'est l'assiette finalement des aides publiques à la rénovation énergétique. Pourrait-elle intégrer le repérage amiante et certains travaux de retrait ? Merci pour la question. Alors, effectivement, sur le sujet de la formation et de la sensibilisation des jeunes, donc effectivement, on a dit qu'il y a un axe, c'est l'axe 2, il y en avait déjà un précédemment, dans le second PAIA, c'est toujours inclus sur la professionnalisation des acteurs. Alors, indirectement, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas stricto sensu une action sur ce sujet-là, mais nos échanges avec la DGEFP que j'ai cité précédemment intègrent également cette variable. Alors, un interlocuteur que je pense vous connaissez, Jérôme Migne, a effectivement une sensibilité sur le sujet et veille dans
dans le cadre des commissions qui sont constituées et qui intègrent l'éducation nationale, d'intégrer effectivement dans ces cursus initiaux la dimension amiante. Alors par contre, on a conscience qu'on part de très très loin, qu'on a un public qui n'est pas forcément toujours très sensibilisé. Je parle de l'éducation nationale, bien évidemment. Donc il y a un gros travail à faire dessus. Je précise également, alors là je ne veux pas non plus trop m'étaler, mais que des réflexions sont en cours aussi avec d'autres acteurs, toujours dans le cadre du PAIA, hein, mais finalement on va dire un petit peu intermédiaire, pour effectivement essayer d'introduire différents supports de formation, avec une dimension plus ou moins professionnalisante, mais à tout le moins de qualité, sur justement cette dimension amiante. Alors, je ne veux pas trop m'étaler, puisque c'est des choses qui ne sont pas encore arrêtées entre les partenaires dont je parle et la DGT, mais effectivement, on a ce souhait d'essayer de toucher le plus large public possible, et donc, effectivement, s'il le faut, même évidemment si ce n'est pas ce qu'on souhaite, de compenser les éventuelles lacunes persistantes dans les cursus de formation nationale par ce biais-là. Mais en tout cas, on y travaille et on a des discussions assez régulières avec les DGFP pour leur rappeler qu'on est très ambitieux à ce sujet. Pour le financement, alors là, on sort un peu de notre prisme. Ceci étant, la Direction générale de la santé s'est rapprochée de la DIL. Et effectivement, par ce biais, souhaite également réintroduire le lien entre rénovation énergétique et effectivement repérage notamment travaux et même travaux portant sur l'amiante, donc sollicitation d'entreprises ayant les compétences pour le faire, que ce soit en sous-section 3 ou en sous-section 4. Donc j'ai envie de dire que step by step, si je peux me permettre cet anglicisme, on essaie finalement de toucher avant tout la DHUP, le logement, qui est effectivement le principal pourvoyeur potentiel de financement en la matière. Mais là aussi, j'ose dire, enfin évidemment, je nierai l'avoir dit, qu'on part là aussi d'un peu loin. Nouvelle question. Bonjour, Gilles Farco, Forum Amiante Vive Alliance. J'avais une triple question sur les travaux européens et une autre petite question sur la formation. Pour les travaux européens, je voulais savoir si la VLEP envisagée allait être calculée sur une durée, comme nous 8 heures, et s'il y a une durée envisagée, laquelle. Je voulais savoir s'ils envisageaient aussi une valeur unique de limite en santé publique. Et est-ce que les travaux européens intègrent le calcul ou une référence par rapport aux facteurs de protection assignés des protections respiratoires, comme c'est indispensable au calcul de la VLEP en l'état, enfin du respect de la VLEP. Et enfin, je voulais savoir s'il y avait une date envisagée pour la publication d'un futur arrêté formation. Merci beaucoup. D'accord. Alors, je vais essayer de répondre en l'ordre à vos différentes questions. Sur la VLEP, oui, on est sur une durée de 8 heures. Alors, en fait, on est déjà historiquement sur une durée de 8 heures, 100 fibres par litre sur 8 heures. Et donc, on glisse à 10 fibres par litre sur 8 heures ou 2 fibres par litre sur 8 heures en fonction de la technique analytique retenue. Pour la valeur unique santé publique, dans le cadre de la directive de 2009, non, parce que c'est vraiment exclusivement une réglementation travailleur. La question peut potentiellement se poser, mais je dis bien peut se poser, je n'ai pas dit qu'elle est posée, ni qu'elle est annoncée, concernant les autres travaux. Donc là, ça dépend complètement de l'ambition de la Commission. Comme très honnêtement, on ne sait pas encore ce qu'ils vont produire, je ne peux pas vous dire oui ou non avec certitude. Mais à partir du moment où on a effectivement plusieurs ambitions sur la protection des populations dans les bâtiments, on peut peut-être imaginer que quelque chose se dessine. Mais voilà, c'est uniquement de la prospective. Pour le calcul sur les facteurs de protection assignés, écoutez, on a échangé avec plusieurs représentants d'États membres, notamment lorsqu'on a eu notre grande discussion sur les hypothèses de VLEP, puisqu'à un moment donné, on partait sur plein d'hypothèses, 4, 5, en sachant que nous, on n'était pas franchement pour, même plutôt radicalement contre. Mais on a quand même interrogé, du coup, non seulement des États membres, mais également nos partenaires que sont l'INRS et l'OPP-BTP, pour savoir si les autres États membres faisaient comme nous. Et en fait, il ressort que finalement, les autres États membres ne font pas vraiment comme nous. C'est-à-dire qu'ils ne font pas véritablement un calcul de la VLEP en prenant notamment en considération le facteur de protection assigné ou le facteur de protection de l'appareil de protection respiratoire. Ils le prennent plutôt en considération pour le choix de l'appareil, en tout cas de l'équipement. Mais pas vraiment dans cette optique. Donc, a priori, la réponse serait plutôt non. Alors après, à voir par rapport aux guides qui doivent être élaborés sous l'égide de la Commission, qui vont effectivement expliquer comment doivent être respectées les VLEP et peut-être aussi comment on rapproche les deux VLEP ou à tout le moins on essaie de dessiner les lignes d'une éventuelle équivalence. À un moment donné, en tout cas, ce sujet pourra peut-être être mis sur la table puisque nous, on le sait, c'est effectivement un élément clé de notre réglementation pour la protection des travailleurs. Et pour la date envisagée de l'arrêté formation, en réalité, non, parce que c'est
une réflexion plus ambitieuse, c'est-à-dire ce n'est pas que l'arrêté du 23 février 2012, c'est plus généralement toutes les formations réglementaires à la prévention, dans lequel il faut effectivement que l'on détermine les moyens pour que, in fine, l'État, la DGT, respecte la totalité de ses obligations de qualité d'organisme certificateur. Donc en réalité, la réflexion qui est actuellement menée, à laquelle participe le pôle amiante, mais pas tout seul, c'est effectivement de définir ces lignes directrices, peut-être par grande famille finalement de formation à la prévention. Et après, le format, on ne le sait pas encore. Est-ce que ça sera une révision de chacun des arrêtés en prenant en compte ses spécificités, puisque, vous le savez, j'ai également le sujet de la base FORPREV à devoir gérer, qui est dans l'arrêté du 23 février, mais qui aujourd'hui n'est plus vraiment opérationnel, en tout cas plus pour ce sujet-là. Et puis, il y a l'autre possibilité, c'est faire un arrêté transverse. Un arrêté transverse qui fixe des lignes directrices partagées entre tous les arrêtés, éventuellement en apportant quelques modifications spécifiques à ces derniers. Et là, dès lors qu'on part dans le transverse, moi, j'ai plus la totale maîtrise du sujet. Donc aujourd'hui, non. Notre ambition, c'est de faire au plus vite, mais je ne peux pas vous garantir que ça sera fait d'ici la fin de l'année. Nouvelle question située sur votre gauche. Yasminka Marco Ursa, CFAS France, Fines Belgique et vice-présidente Réseau A+. Y a-t-il une harmonisation avec certains pays européens tels que la Belgique, par exemple, en ce qui concerne la SS4 pour cadrer les interventions des artisans belges, en l'occurrence, en France? Merci. Alors, merci pour la question. Alors, en toute honnêteté, en tout cas dans le cadre d'un échange inter-État qui serait France-Belgique, très honnêtement non. Il n'y a pas eu de prise de contact. À notre initiative, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu non plus du côté belge. Maintenant, par rapport aux évolutions que doit comporter la directive de 2009, qui finalement va introduire un grand nombre de nouvelles mesures de protection à destination des travailleurs, alors bien sûr qui vont donner lieu à des traductions qui peuvent un petit peu varier dans les États membres, puisqu'on est sur une directive, et donc il y a une marge de latitude de la part des États membres, mais ça devrait quand même aboutir in fine à un cadrage, me semble-t-il, enfin je suis peut-être optimiste en disant ça, plus renforcé de similitude entre ce qui est attendu en Belgique et ce qui est attendu en France, parce que, bon, alors après, je ne veux pas non plus avoir une vision trop franco-française et surtout trop franchouillarde, mais très honnêtement, une bonne partie des souhaits de la part du Parlement européen, in fine repris dans la position de compromis, n'était ni plus ni moins que la traduction de ce qui est prévu dans la réglementation française. Et donc, du coup, on peut espérer que par ce biais, en sachant que là, pour le coup, pour ces positions, on n'aura pas une durée transitoire. Il y aura la durée de 2 ans classique pour finalement faire la transposition, mais après, tout s'applique. On peut donc espérer qu'à court terme, on puisse effectivement se rapprocher sur une plus grande similitude. Nouvelle question située sur votre droite cette fois-ci. Bonjour, Karl Van Acker, gérant Amium Conseil et membre du réseau A+. Quelle est votre position par rapport aux alternatives à l'enfouissement et aux procédés innovants européens et comment les faire homologuer en France? Merci. Alors, merci pour la question. Alors, on sort un peu de notre champ de compétences, mais ceci dit, je ne vais pas refuser de répondre de ce fait. Alors, première chose, la Commission, lorsqu'elle a fait sa présentation le 28 septembre 2022, a vraiment évoqué son souhait d'une réflexion globale sur l'amiante, ce qui inclut également la gestion des déchets amiantés, avec un souhait effectivement de développer une sorte de benchmark sur les solutions alternatives à celles classiques, et notamment à l'enfouissement. Donc, il y a cette ambition européenne, dont on n'en maîtrise pas vraiment la portée, puisque, encore une fois, on n'a pas vu la traduction concrète. Je ne sais pas vous dire si ça va donner lieu à une révision des textes réglementaires actuellement sur les déchets ou si ça va donner lieu encore à d'autres dispositions. Je ne sais pas si ça va se faire en même temps que le texte annoncé sur l'enregistrement et la détection de l'amiante ou dans un second temps, mais à tout le moins, on sait que l'Europe y réfléchit. Côté national, on sait effectivement qu'il y a effectivement un certain nombre de solutions alternatives qui sont en cours de réflexion, notamment des solutions, il n'y a pas que ça, mais il y a notamment des solutions d'attaque à l'acide, enfin en tout cas d'attaque chimique d'un certain nombre de matériaux amiantés, pas tous d'ailleurs, mais un certain nombre. Ces dispositifs sont finalement gérés par la DGPR, et je dirais même plutôt par les DREAL, par le biais d'arrêtés expérimentaux, mais évidemment c'est des sujets qu'on suit de près. Alors, qu'on suit de près, quand je dis ça, on ne suit pas ça de près tout seul, on suit ça de près entre ministères, au niveau du plan d'action interministériel amiante. Alors, sans vouloir dévoiler la teneur de ce dernier, j'ai moi-même dit qu'on ne pouvait pas le faire tant que l'ensemble n'était pas validé, mais je peux à tout le moins vous dire que ce sujet est effectivement intégré parmi les multiples actions du second PAIA, et qu'à ce titre-là, on a bien pour objectif non seulement d'échanger entre ministères, mais également de suivre l'avancée de ces solutions alternatives à l'enfouissement ou d'ailleurs à la vitrification. Donc voilà, je ne peux pas vraiment vous en dire plus puisque ce n'est pas nous qui avons le dossier en charge, mais à tout le moins vous dire notre intérêt à ce sujet et le fait qu'il est partagé entre ministères. Nous rebasculons sur votre gauche. Bonjour, Adrien Duvaux, diagnostiqueur immobilier.
Alors, moi, je voudrais revenir sur le dernier point dont vous avez parlé. Concrètement, qu'est-ce qui sera attendu de nous dans le repérage amiante de tout un bâtiment, par exemple? Est-ce qu'il y aura vraiment un devoir d'exhaustivité totale ou on restera sur la base des ZPSO, comme par exemple pour un repérage avant travaux classique? D'accord. Alors, je vais déjà vous répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, mais quand je dis je, c'est la DGT, et par ailleurs c'est la DGT partagée avec les autres ministères, n'attend rien de plus de vous que le respect de la méthodologie de référence indiquée, notamment pour le repérage amiante avant travaux, et donc par extension le repérage amiante avant démolition, dans le cadre de notre arrêté du 16 juillet 2019. On attend voir ce que la Commission va proposer. On l'a déjà attentionné sur la nécessité de rester cohérent et respectueux des dispositifs déjà existants et qui, à notre sens, fonctionnent, alors qu'ils sont perfectibles, mais qui fonctionnent globalement. Et on verra bien la couleur. Si, au final, on fait tabula rasa de tout, ou éventuellement on part sur des principes qui nous paraissent, je dirais pas hors sol, mais en tout cas difficilement réalisables, ou éventuellement adaptés sur certaines catégories de matériaux. Je ne sais pas, je citais par exemple les couvertures en fibro. Pourquoi pas axer effectivement quelque chose sur l'identification et le retrait à terme des couvertures en fibro, par exemple. Je ne vais pas me prétendre être la commission, mais voilà, ça dont acte. Si effectivement on perd ça de vue et on peut effectivement appliquer la réglementation française et s'entendre qu'il faudrait identifier toute l'amiante présent, alors qu'on n'est pas du tout sur une perspective de rénovation lourde ou de démolition, bien évidemment qu'on fera valoir notre position, comme on l'a fait avec la révision de la directive 2009, de façon à ce que le texte final, partagé entre toutes les instances, soit le plus respectueux de notre dispositif. Si certains points devront être améliorés, on les améliorera, mais il est hors de question de revenir sur tout ce qui a déjà été fait. Y a-t-il une autre question? Mesdames et messieurs, nous allons pouvoir une nouvelle fois accueillir sous applaudissements cette belle conférence parfaitement exécutée par M. Thomas Collin. Merci à tous. Thomas, quelques mots, car vous n'êtes pas venu tout seul, vous les avez aussi cités pendant cette heure de cette conférence. J'aimerais qu'on prenne le temps juste de mettre un visage aux personnes qui vous ont accompagné ce matin. Oui, tout à fait. Alors, j'étais accompagné par un certain nombre de personnes qui, d'ailleurs, du reste, sont dans l'assistance et à la rigueur, que vous pouvez venir voir à l'issue de ces échanges si vous avez des précisions, des besoins, des demandes. Donc, effectivement, je vous l'ai dit, alors je vais faire un petit peu différemment et citer des personnes extérieures à la maison. Donc, Kamel Barry, que je vous ai déjà cité, présent, qui va se lever, le voilà. Et qui donc pourra, au nom du CNAM, si vous le souhaitez, vous parler de la formation HSE 119 et vous remettre également des imprimés détaillant cette formation. Après, au niveau de la Direction Générale du Travail, nous avons, alors il y avait Jean Galvé mais qui est parti, mais notre chef de bureau était présent, donc je tiens à le souligner tout de même, il assistait à une partie de la conférence. Nous avons également Claire Barrault, chef de projet métier des maths amiantes, que je pense vous connaissez. Eddy Jabri, qui est notre cheville ouvrière sans lequel on aurait du mal à faire fonctionner l'ensemble. Et puis, alors je suis confus, je me rappelle du prénom mais pas du nom, Maëlle. Voilà, Maëlle Lianan, de la direction du numérique et qui est notre service de soutien, d'appui et de constitution de des maths amiantes. Et je précise également, sait-on jamais, la chose peut avoir son utilité pour vous, qu'Éric Lacavalerie, qui est finalement la personne en charge d'échanger sur l'amiante avec les services d'inspection, est également présent et à même de pouvoir répondre. Je vois que Jean Galvé est revenu, il est là-bas, donc le chef de bureau du bureau CT2, comme ça vous avez bien la preuve qu'il était bien présent. Merci. Merci, monsieur Thomas Collin. Nous terminons cette première conférence. Ravi de vous avoir accueilli une nouvelle fois sur cette 9e édition du Salon des professionnels de l'amiante.